Bonjour à tous et bienvenue dans notre espace de conversation. Cette chaîne d'information est dédiée à la rencontre avec des professionnels qui accompagnent les enfants et adolescents en situation de handicap. Nous allons rencontrer des professionnels de la santé, du secteur du médico-social et de l'éducation. Nous allons aussi rencontrer des usagers. Je suis Isabelle Moron, psychomotricienne. Notre objectif, c'est de vous aider à répondre à vos questions, que cela soit de l'ordre du professionnel et du personnel, et à réfléchir à l'importance de la qualité de vie au travail pour garantir la qualité des soins et l'engagement des professionnels. Aujourd'hui, je rencontre Émilie Thévenet. Elle va nous parler de la qualité de vie au travail. Elle va principalement nous faire un état des lieux de la perception de cette qualité de vie au travail au sein de la profession de psychomotricien en France. Si vous avez envie de continuer son travail, n'hésitez pas à la contacter ou à contacter l'association Solaire pour aller encore plus loin sur cette thématique très importante car nous savons qu'elle a un véritable intérêt sur la qualité des soins et la relation avec les usagers. Bonjour Émilie. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir et comme à chaque fois, en fait, je vais te laisser te présenter. Donc du coup, moi c'est Émilie. Je suis en fin d'études de psychomotricité. Actuellement, j'ai déjà une licence de psychologie et donc j'espère avoir mon diplôme en juillet là. Voilà. Nous aussi, les résultats, donc le 5 juillet, c'est ce qu'on disait. C'est ça. Et est-ce que tu peux un petit peu nous parler donc, de toi personnellement, de ce que tu aimes, de ce qui t'a amené vers ce métier de psychomotricien? Alors du coup, moi au tout début en fait, je voulais être orthophoniste. Donc j'ai fait une prépa orthophonie. Et pendant cette prépa, j'ai pu un peu en fait faire des stages. Et donc, j'ai fait un stage en psychomotricité puisque je trouvais quand même le métier intéressant. Et en fait, ça a été une révélation. Ça a été vraiment, je me suis dit, mais c'est ce métier que je veux faire. Et du coup, en fait, comme je reconnais, j'étais épuisée par les concours puisque je passais quand même les concours orthophonie. J'ai décidé de plutôt m'orienter vers une passerelle en faisant une licence de psychologie. Et D'accord. donc, au bout de 3 ans de licence de psychologie, bah, j'ai pu intégrer l'école de l'ISRP Vichy. Voilà, Ah d'accord, donc en fait, oui, tu as carrément décidé de faire la psychologie dans l'objectif d'aller de faire. Ah, d'accord. Donc voilà, c'est voilà, exactement ça. 3 ans d'études en plus des 3 ans d'études de psychomote. Donc on en est à presque 6 ans d'études pour arriver au 5 Voilà, juillet au diplôme d'État. c'est ça. Bravo. Et Merci. donc, justement aussi, c'est dans la présentation, est-ce que tu peux nous présenter donc ton expérience professionnelle, donc que ce soit à travers les stages que tu as vécu en psychologie ou là pendant ces études de psychomotricité? Alors du coup, moi, pendant mes études de psychologie, j'ai pas fait de stage en psychologie. J'ai fait un stage en psychomotricité. D'accord. Donc, j'avais fait un stage en SSR gériatrique et donc qui avait confirmé encore mon choix de faire ce métier. Et ensuite, au cours de mes études, j'ai fait des stages, j'ai essayé de varier. J'ai beaucoup fait de stages en psychiatrie. J'ai fait autant de la psychiatrie enfant, de la psychiatrie ado que de la psychiatrie adulte. J'ai pas fait beaucoup de polyhandicap parce que c'est une question de technicité, on va dire. Vers chez moi, c'était compliqué. Et puis évidemment, j'ai fait pas mal de gériatrie, autant de l'EHPAD que du SSR. D'accord. Voilà. Et ça aussi bien en psychologie qu'en études de psychomotricité? Non, qu'en psychomotricité. Que en psychomotricité. D'accord. Et donc, qu'est-ce que tu as observé sur ces lieux de stage? Et c'est dans l'idée de réfléchir à qu'est-ce qui t'a amené à la rédaction de ce mémoire qui, moi, me paraît assez, voilà, assez improbable. Je me dis, quand on est étudiant, on ne pense pas à la qualité de vie au travail, mais justement, voilà, c'est le cheminement qui m'intéresse. Alors en fait, moi en fait cette problématique de qualité de vie au travail, c'est une question en fait que je me posais déjà avant puisque en fait j'ai autour de nous on a tous quelqu'un qui a fait un burn-out ou qui est pas bien dans son travail et en fait c'est quelque chose qui me on va dire qui me turlupine depuis un petit moment
Et en fait, au cours de mes stages, c'est quelque chose qui est vraiment revenu. C'est à chacun de mes stages, j'entendais parler de cette qualité de vie au travail, concernant surtout le management ou les moyens environnementaux, on va dire. Et je me suis dit, comme c'était une question qui me turlupinait un peu déjà, je me suis demandé si justement on trouvait une bonne qualité de vie au travail au sein de la profession de psychomotricien en France. Et c'est vraiment une question, en fait, c'était par pure curiosité. C'était vraiment pour me dire, mais qu'en est-il en fait chez les psychomotriciens? Oui. Curiosité et quand même constat, un constat que sur tes différents lieux de stage, il y avait quand même un Mm. mal-être qui était présent parce que c'est vrai qu'en général, quand on est étudiant, les mémoires, ça tourne autour de la recherche pour améliorer la qualité des soins ou sur des pathologies très particulières. On est vraiment dans le soin et l'accompagnement de l'enfant avec les médiations, là, ces thématiques-là. Mais voilà, toi, ce qui t'a vraiment marqué dans les différents stages et le constat, et même avec ton environnement personnel et peut-être les étudiants, c'est cette qualité de vie au travail. C'est, alors voilà, ça, tu nous en parleras. La question, c'est est-ce que c'est nouveau? Est-ce que c'est vraiment actuel? Ou est-ce que tu penses que c'était déjà là avant, cette problématique Euh, de la qualité de vie au travail? je pense que ça a toujours été là. Je pense que ça a toujours été là, mais que on ne mettait pas les mêmes termes. On ne mettait D'accord. pas les mêmes termes. Moi, je pense que ça remonte à très loin, puisque en fait, je pense que ça remonte à la création du travail entre guillemets, parce que je pense que c'est étroitement lié. Et il a fallu attendre quand même, concernant la qualité de vie au travail, la notion vraiment de qualité de vie au travail, en France, il a fallu attendre les années 2000 pour qu'on en parle. Avant, c'était plus les risques psychosociaux, le bien-être au travail. Il y a eu toute cette problématique autour des suicides dans des grandes entreprises. Alors que, par contre, dans les pays anglo-saxons, ça a plutôt commencé dans les années 70. D'accord. Voilà, mais c'est une démarche quand même plutôt récente encore, la qualité de vie au travail, mais c'est quand même une problématique qui a toujours été là, en fait. Et ce qu'on pourrait rajouter, c'est une problématique qui est un peu taboue aussi dans le milieu de la santé, parce que Oui, ça abîme, je mets des guillemets quand même, ça abîme l'image qu'on a des soignants. Et c'est une oui. profession qui est très noble avec des représentations qu'on a. Et parler de la qualité de vie au travail chez les soignants, c'est encore un sujet voilà, qui n'est pas si simple que ça. Mhm. Bon, et on va revenir à un petit peu un point un peu théorique. Pour toi, c'est quoi la qualité de vie au travail? Alors, la qualité de vie au travail, en fait, c'est une démarche qui permet, en fait, au travers de moyens mis en place au sein de l'établissement, à la fois concilier amélioration du bien-être au travail, de la santé au travail, et à la fois, on va dire, productivité, c'est-à-dire efficacité de travail. Voilà. C'est en fait la qualité de vie au travail, elle est composée de trois grandes composantes. Donc, dans cette qualité de vie au travail, on a les capacités à s'exprimer et à agir. Donc, dedans, on retrouve tout ce qui est échange participatif, tout ce qui est, on va dire, soutien des collectifs, tout ce qui est soutien managérial, partenariat social. Ensuite, on a la deuxième composante qui est les conditions de travail. Donc, c'est tout ce qui concerne l'environnement physique de travail, les conditions d'emploi, les conditions de vie extra-professionnelles. Et ensuite, on a la troisième qui est le contenu de travail. Donc, c'est tout ce qui est autonomie au travail, valeur de travail, c'est-à-dire plutôt l'intérêt du travail, tout ce qui est travail apprenant également. Donc, ça, c'est les trois grandes composantes de la qualité de vie au travail. Donc, ça a été décrit par l'ANACT, hein, c'est pas moi qui les ai. Et donc, en fait, ces trois grandes composantes, elles font partie intégrante de la qualité de vie au travail. Voilà. D'accord, merci. Et pour faire le lien avec la santé, en quoi ça te paraît important de réfléchir à cette qualité de vie au travail par rapport aux usagers, aux patients? En fait, il a été montré que plus la qualité de vie au travail était bonne, meilleur était le soin. Donc, inversement, si la qualité de vie au travail est mauvaise, le soin est moins bon. Voilà. Et donc On a ça, plus. voilà. Ça, on le sait, nous, sur le terrain, mais là, c'est vraiment dans le cadre de ta recherche, hein, au niveau du mémoire, que voilà, à travers donc tu as lu différents articles, c'est prouvé scientifiquement
à travers Voilà. différents Alors, articles. au niveau de la psychomotricité, pas tellement. C'est surtout montrer tout ce qui est dans l'univers infirmier plutôt, Mm. qui montre où il y a plus de risques d'erreur, plus de risques on va dire, de maltraitance. Et c'est vrai que on est dans le soin et en fait, le soin, enfin, c'est un soin autre que les infirmiers, mais notre qualité de vie au travail l'influence également. Peut-être pas au niveau de la mortalité, ça peut arriver, mais en tout cas, au niveau du risque d'erreur, je trouve que c'est intéressant, c'est important. De réfléchir en tout cas. Merci beaucoup. Mm. Et pareil pour le côté un petit peu théorique, est-ce que tu peux nous expliquer ta méthode, la méthode que tu as utilisée pour rédiger ton mémoire? Ouais. Alors, au niveau du mémoire, moi, je suis passée par un questionnaire. Donc, le questionnaire, il a été inspiré de 3 autres questionnaires, en fait, qui existent déjà, donc qui sont le questionnaire Satin, le questionnaire Copenhagen Psychological Questionnaire et le questionnaire WOW5, donc qui sont tous en lien avec la qualité de vie au travail, que ce soit les risques psychosociaux, la santé au travail, le bien-être au travail. Et en fait, à partir de ces questionnaires-là, j'ai créé mon questionnaire composé de 33 questions. Donc, c'est des questions à réponse fermée et unique qui sont obligatoires. Et en fait, je vais, au fil de ce questionnaire, en fait, on retrace les 3 grandes composantes de la qualité de vie au travail. Euh, et en finalité, ça me permet d'observer un petit peu, de faire un bilan à un instant T de la qualité de vie au travail dans la profession de psychomotricien. Donc, avec ce questionnaire, en fait, j'ai obtenu 766 réponses en 2 semaines et demie. Donc, ça m'a permis, en fait, d'avoir beaucoup, beaucoup de données. Voilà. Oui, ça, en tout cas, 700 réponses, ça a vraiment intéressé beaucoup de professionnels. C'était que des professionnels qui travaillaient en plus. C'était pas des Également, ouais. étudiants, donc Mm. voilà, 700, ça commence à être un joli score de résultats, une belle base de données. Donc justement, on va revenir un petit peu aux résultats. Donc, qu'est-ce que tu as pu observer dans ces résultats? Qu'est-ce qui en ressort? Alors, donc, voilà, je vais dire globalement, mais en fait, donc, je me base toujours sur les 3 grandes composantes de la qualité de vie au travail. Donc, ce que j'ai pu observer, c'est que sur 2 grandes composantes, donc, qui sont le contenu de travail et la capacité à s'exprimer, à agir, on peut observer qu'en fait, il y aurait, en fait, ces composantes seraient mieux satisfaites dans le secteur privé. D'accord. Donc, tu as Euh, fait ta première observation, c'était de différencier la qualité de vie au travail dans le secteur privé et dans le secteur public. Ça a été ton c'est premier axe de exactement ça. réflexion. C'est ça. Voilà. C'était vraiment comparer en fait les 2 grands secteurs d'activité français au sein de la profession en fait. Et donc comme je l'ai dit, donc du coup la satisfaction elle semble meilleure concernant le contenu, les capacités à s'exprimer et à agir et le contenu de travail dans le secteur privé. Euh, pardon. Mais également on peut observer, enfin les résultats ils tendent à dire qu'en fait concernant les conditions d'exercice, celles-ci seraient plus satisfaites dans le secteur public. Donc, les Donc, moyens humains, les moyens matériels, c'est ça? voilà, c'est ça, c'est D'accord. exactement ça. Et en fait, quand j'ai vu mes résultats, je me suis dit, ça a l'air un peu maussade comme résultat. J'ai l'impression que la qualité de vie au travail des psychomotriciens français n'est pas très bonne. Donc du coup, après coup, j'ai voulu voir de manière globale, en fait, sans différencier les 2 grands secteurs d'activité français, ce que cette qualité de vie au travail donnait. Et en fait, ce que j'ai pu observer, c'est que sur les 3 grandes composantes de la qualité de vie au travail, il y en a 2, donc qui sont le contenu de travail et les conditions d'exercice. Oui, le contenu de travail et les conditions d'exercice étaient bien satisfaits, avaient vraiment une bonne satisfaction au sein de la profession. Mais en fait, la composante capacité à s'exprimer et agir se trouve vraiment dans une zone de non-satisfaction. Elle se trouve vraiment, entre guillemets, dans une zone rouge où la satisfaction n'est pas bonne du tout. Et en fait, ça a soulevé vraiment une problématique au sein de mon mémoire. C'est vraiment cette capacité à s'exprimer et à agir semble vraiment altérée au sein de la profession de psychomotricien en France, en fait. Ça rejoint un peu les problématiques de reconnaissance, voilà, de Oui. la place de la psychomotricité dans notre société, dans le milieu médical.
C'est exactement ça. Et juste par rapport à, pour différencier donc privé et public, donc quels sont les établissements ou les structures que tu mets dans le privé? Est-ce qu'il y a aussi les libéraux? Alors oui, voilà. Donc c'est aussi une des limites de mon questionnaire, parce que c'est en fait dans le secteur privé, donc c'est les structures, on va dire basiques du secteur privé, les cliniques, donc tout ce qui est à but lucratif, à but non lucratif. Mais j'ai également mis les professionnels dans le secteur du libéral. Mais ça pose une autre problématique, enfin ça pose une certaine limite en fait dans mon questionnaire, puisqu'en fait au niveau du management, c'est un peu plus compliqué. Les questions ne correspondent pas on va dire, aux questions posées, enfin, à ce que je demandais, puisque souvent on est tout seul. Donc, en fait, ça a un peu biaisé mon questionnaire. Il aurait fallu peut-être faire un questionnaire à part pour les personnes exerçant en libéral pour que ce soit un peu plus clair et qu'on puisse évaluer mieux, en fait, leur qualité de vie au travail. Ouais. En tout cas, moi, ce que je peux dire, quand même avec les libéraux et les professions et les structures privées, il y a c'est eux qui ont le moins de moyens humains et matériels. C'est quand même ce que tu as dit. Et là, qu'on soit dans le privé libéral ou autre, ça veut dire quand même que ça questionne. Moi, je travaille également en libéral. Sur les locaux, l'accessibilité des locaux, le prix du matériel qu'on doit acheter. Et c'est une vraie problématique de trouver des locaux adaptés à des prix corrects. Toute cette réflexion aussi du matériel, des bilans. Donc, en tout cas, voilà, il y a peut-être une partie sur le management et tout ça où on met en côté, mais toute cette partie moyens humains et matériels, peut-être, voilà. Et ça rejoint aussi cette problématique de communication, peut-être aussi. Mm. Bon, merci. Donc ça, on a vu. Tu parles donc des moyens humains. Tout ce qui est donc reconnaissance, on en a parlé. Est-ce que dans ton questionnaire, il y a la problématique de la rémunération qui est abordée? Est-ce que ça fait aussi partie des problématiques soulevées pour les psychomotriciens? Alors, normalement, alors dans mon questionnaire, je ne l'ai pas inclus, puisque comme c'était un mémoire d'initiation à la recherche, j'avais un nombre de questions limité. J'aurais souhaité justement mettre cette rémunération. Ça aurait été intéressant justement d'observer ça, surtout par rapport à, on a des différences quand même entre le secteur privé et le secteur public et notamment au niveau de tout ce qui est professionnel en libéral, puisque les salaires ne sont pas exactement les mêmes non plus. Et je pense que ça aurait été intéressant justement d'observer par rapport justement à cette rémunération, si elle permettait d'augmenter cette qualité de vie au travail, si elle permettait également de peut-être augmenter peut-être qu'elle permet en fait, de montrer une reconnaissance également au travail. Je pense que c'est lié le salaire et la reconnaissance au travail. Ça aurait été intéressant d'y observer. J'aurais souhaité y observer, mais je n'ai pas eu les moyens, on va dire, techniques de pouvoir le faire. Ça, effectivement, peut-être que quelqu'un prendra la suite. Et effectivement, c'est une question intéressante parce que quand on est maintenant en établissement, avec les lois qui sont sorties, il y a quand même une revalorisation des salaires des psychomotriciens. Mm. Et à voir le comparatif entre le libéral et la structure, ça pourrait être intéressant. Parce que là aussi, je pense qu'il y a des représentations qui sont fausses et que ça serait bien de les révéler parce que quand on dit en libéral, les moyens humains et matériels, ça fait partie aussi des problématiques. Je pense que les gens s'en rendent pas forcément compte. Mm. Donc, C'est vrai. Ouais, c'est vrai, pour avoir fait un stage en libéral, moi, ça m'a vraiment. J'avais une vision du libéral assez typique, on va dire. Et en fait, une fois en stage, ça a tout remis en question. En fait, c'est pas du tout la vision qu'on a en fait, de la profession libérale. C'est vraiment très différent et c'est d'autres difficultés, je trouve. oui, il y a aussi des difficultés. Donc, c'est bien de faire des Mm. mémoires de recherche. Merci. On va continuer aussi. Moi, j'avais une question sur quel était l'impact du public accueilli sur la qualité de vie au travail. Est-ce que ça, tu as pu observer? Alors, je n'ai pas pu l'observer. Justement, si ce mémoire était à refaire, je le ferais différemment. C'est-à-dire que je donnerais une plus grande importance justement au public accueilli. Peut-être que je ne ferais pas un comparatif privé-public, mais plutôt sur un type de structure. C'est-à-dire, par exemple,
des établissements plutôt gériatriques ou des établissements concernant plutôt la psychiatrie adulte ou peut-être par rapport une comparaison médico-éducatif, médico-social, enfin vraiment pour comparer parce que avec cette comparaison secteur privé, secteur public, je n'ai pas pu observer justement cette influence du public en fait accueilli. Et je pense qu'il y a personnellement, c'est une hypothèse que je fais, il y a une influence. Je Il y a pense vraiment une qu'il y a influence. une influence. Maintenant, on est de plus en plus dans des structures un peu spécialisées. Même en libéral, des fois, on se spécialise. Et Mm. ce qui veut dire que des fois, dans nos cabinets ou même dans des structures, on a des cas complexes et beaucoup de cas complexes. Et il y a toute une Mm. question autour de cette spécialisation. Est-ce que la spécialisation, c'est pas la psychomotricité et on accueille différents publics avec des cas complexes, mais des cas aussi plus légers, ce qui permet d'améliorer la qualité de vie au travail, je pense, c'est une hypothèse. Ou est-ce que le fait de se spécialiser, hein, on voit bien des structures spécialisées autour du TSA, pareil, des professionnels qui vont se spécialiser autour du polyhandicap. Quel est l'impact de ces spécialisations et de ces cas complexes qu'on peut avoir et puis ce côté voilà, répétitif quand on est spécialisé, quoi. C'est en tout cas Mm. une ouverture pour les prochains mémoires. Merci. Donc, ce mémoire, est-ce qu'il a eu un impact ou est-ce que tu penses qu'il va avoir un impact sur ton expérience professionnelle et sur ta vie privée? Euh, Personnellement, je pense un petit peu. Je pense un petit peu parce que ça m'a permis de mettre en lumière certaines choses que j'avais déjà remarquées un petit peu, mais ça, en fait, ça a confirmé des choses et je pense que je vais, on va dire, je vais rentrer dans le monde professionnel peut-être avec plus les pieds sur terre et une idée moins idéalisée du travail au sein des établissements. Et je pense que oui, ce mémoire, il a influencé, il a influencé ma vision du travail. Euh, Effectivement, je savais que le travail, c'était pas un monde idyllique, mais là, j'en ai la, entre guillemets la preuve. D'accord. Et justement, est-ce que tu aurais des conseils à donner aux étudiants là, qui vont être diplômés ou même aux professionnels déjà en place autour de ces thématiques-là, comment ils peuvent prendre soin d'eux? Oui, je pense que tout d'abord, le premier conseil que je donnerais, c'est se préserver et prendre du temps pour soi. Je pense que c'est très important. Faut vraiment. Je sais que c'est compliqué parfois, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire. Également, je pense qu'il serait oui, important peut-être de ne pas craindre de s'exprimer en fait, de dire les choses qui ne vont pas, dire aussi les choses qui vont bien, mais communiquer en fait. Je trouve ça important. Et également, troisième, ah, essayer peut-être de prendre du recul avec les situations de travail, essayer de, entre guillemets, séparer un petit peu travail et vie personnelle, essayer de souffler en rentrant du travail, de se dire, bah voilà, il y a des choses qui ne vont pas bien au travail. Je rentre chez moi, c'est mon endroit, je suis bien où je suis et j'essaye de souffler peut-être ce stress ressenti au travail. Et justement, ça revient à dire de prendre du temps pour soi et de se préserver. C'est le fameux équilibre vie privée, vie personnelle. On sait que la vie personnelle a un impact au niveau du travail. Ça aussi, je pense que ça peut être des pistes à creuser au niveau des mémoires de recherche sur cette qualité de vie au travail, parce qu'on sait que la vie perso a un impact sur la vie pro et que la vie pro a Mhm. un impact sur la vie personnelle aussi. Donc, c'est comment on trouve des espaces pour se ressourcer. Et là-dessus, Mhm. bah, on rebondit. Quand on est étudiant, normalement, on parle des supervisions. Des fois, c'est bien aussi d'être accompagné, d'avoir des supervisions. Et ça, Mhm. on n'en parle peut-être pas assez aussi à l'école que ça, voilà, c'est des espaces qui sont importants où ça permet de faire la part des choses et Mhm. de trouver un peu de bien-être quand même. Mais Mais je c'est pense que... vrai qu'au Ouais, au vas-y. sein de l'école, en fait, on ne parle. Enfin, moi, j'ai découvert la supervision en stage et je n'étais pas au courant que ça existait. Euh, Cette supervision, en fait, c'est un thème. La qualité de vie au travail, c'est un thème qui a été abordé très tard, en fait, dans mon cursus. Et je pense qu'il faudrait l'intégrer plus tôt dans la formation et
donner aux étudiants, entre guillemets, les cartes, de dire, bah voilà, au sein des établissements, vous avez ceci, vous avez cela pour permettre de parler, de vous exprimer, entre guillemets, souffler un peu les besoins et les difficultés. Et je trouve que ça, c'est un manque au sein de au sein de la formation. Oui. Je ne connaissais pas. Mais vous en avez quand même parlé en troisième année, c'est ça, de la qualité de vie au travail? Vous en avez quand même parlé. Moi, quand j'étais Voilà. étudiante, on n'en parlait pas. Oui, oui. Moi, voilà, c'est quelque chose de très récent hein, en psychomotricité, la qualité de vie au travail. Et oui, oui, on a eu un cours dessus eh bien, récemment, il y a 2 mois de ça. Voilà. D'accord. Ah oui, c'est vraiment en Oui. fin d'année. Et pour rebondir un petit peu là-dessus, donc voilà, tu as proposé tes solutions à toi, ce que tu as identifié. Et le mot changement, qu'est-ce que ça t'inspire? Est-ce que ça pourrait aussi, voilà, qu'est-ce que ça t'inspire autour de cette thématique de la qualité de vie au travail? Bah, pour moi, le changement, ça peut être à la fois positif comme négatif, en fait. Ça peut être parce qu'en fait, un processus de qualité de vie au travail, c'est un processus de changement. Donc, à partir du moment où on n'a rien que l'idée de changement, je pense que c'est pour moi une bonne chose. Si c'est réfléchi en commun avec tous les professionnels, ça peut être quelque chose de très positif. Mais si c'est pris par une seule personne sans parler aux autres professionnels, sans avoir, comment dire, échangé vraiment sur ce qui pourrait être changé, ce qui pourrait être positif dans le changement, je pense que ça peut être aussi assez néfaste. Oui. Euh, Moi, je pense que le changement, c'est très positif quand tout le monde est d'accord avec celui-ci, quand il y a eu vraiment un échange autour et où on est d'accord sur ce qui pourrait marcher. Pour faire évoluer un peu les choses et modifier les méthodes mises en place dans les structures ou en libéral ou Mm, voilà, dans les différents axes que tu disais, hein, la communication, voilà, mm, tous ces trois axes que tu as présentés au tout début. exactement. Donc merci pour toutes ces informations. Donc, on arrive un petit peu à justement l'association solaire qui, qui a comme objectif hein, d'améliorer la qualité de vie au travail des professionnels qui accompagnent les enfants et adolescents dans l'objectif d'améliorer la qualité des soins. Et donc, nous, on a quatre piliers forts qui nous paraissent totalement indissociables. C'est renforcer le dialogue interprofessionnel, permettre un mieux-être personnel, trouver un équilibre vie privée, vie professionnelle et redonner du sens dans nos pratiques. Donc, on en a déjà un petit peu parlé, mais voilà, pour toi, qu'est-ce que cela évoque? Alors, alors, ces 4 piliers, pour moi, c'est vraiment, en fait, ça m'évoque la qualité de vie au travail, simplement. Ça fait partie intégrante de cette qualité de vie au travail, de ces composantes de qualité de vie au travail. Et effectivement, pour moi, ils sont indissociables, en fait, ces éléments. C'est-à-dire c'est vraiment un tout. Oui. Et moi, je pense que justement, les soutenir, en fait, encore une fois, par rapport à notre profession, à tous les professionnels, en fait, soutenir ces quatre critères-là, ça permet d'améliorer la qualité de soins. Donc, à la fois, c'est bénéfique et pour le professionnel et pour le patient. Et pour Et les je trouve ça usagers. très, très important. Oui, parce que souvent, ce qu'on voit, c'est qu'on va, dans les structures ou autres, on va mettre l'accent sur le bien-être personnel et on va proposer du yoga, de la méditation, un temps de relaxation en séance. Mais en fait, on pense, nous, qu'il faut avoir une vision plus holistique et c'est pour ça que le changement est quand même un peu une thématique au niveau de l'association. C'est repenser un peu les modèles établis et c'est vrai que le changement, ça peut être super positif, mais c'est souvent compliqué aussi à Oui, mettre en place. c'est Hein. ça. Et est-ce que tu souhaiterais rajouter quelque chose pour ce podcast? Si quelqu'un veut reprendre l'idée du mémoire pour l'année prochaine, n'hésitez pas. Moi, je transmets mon mémoire. J'ai des idées, si vous voulez, sur ce qui pourrait, quelle branche pourrait être intéressante. Voilà, bah, n'hésitez pas en fait à me contacter. Je serai totalement ouverte et je serai super contente d'échanger avec vous. Oui, nous aussi, on sera ravis d'échanger avec au nom de l'association parce que c'est très riche ce qui bah, dans les mémoires et vous passez beaucoup de temps
à chercher, à réfléchir à tout ça. Mm. Donc, c'est très riche et ça vient compléter le travail de terrain et mettre du sens sur ce qu'on fait au niveau du terrain. Donc, merci. Et est-ce que tu as un petit mantra, un slogan qui t'a accompagné ces 3 années d'études et ou qui va t'accompagner pour la suite? Euh, simplement, profiter du moment. Même si c'est compliqué, juste profiter. Profiter. Eh oui, profiter, même si c'est compliqué. Oui, Eh ben, merci beaucoup, Émilie. Et, merci à vous. à très bientôt. Et on espère que tu auras quelqu'un qui prendra la suite pour aller plus loin autour de toutes les questions qu'on a évoquées, où on aimerait bien avoir des réponses aussi. Merci beaucoup. Si vous cherchez des informations, des notes, des références en lien avec ce podcast, allez directement sur le descriptif de celui-ci. Si vous souhaitez me contacter pour me parler de mon travail, me proposer de nouveaux sujets ou me présenter des invités, vous pouvez me contacter directement via le site internet de notre association www.solerlab.org. Solaire, lab, SOLAIRLAB.org. Si vous appréciez tout ce travail, si vous souhaitez m'aider, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des mots doux dans les commentaires, à partager sur vos réseaux sociaux et à mettre 5 étoiles quand c'est possible. C'est vraiment important, cela donne le moral, cela nous aide à nous faire connaître et à faire connaître l'association. En tout cas, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.